Bonjour à tous. Donc, merci d'avoir assisté à ma conférence. Donc, j'ai eu quelques questions auxquelles je vais essayer de répondre. Alors, ce que je veux dire en préambule, c'est que les dispositifs tels que je les présentés sont des dispositifs qui sont développés par des chercheurs et qui ont, bien sûr, pour vision d'être transférés à court terme ou à moyen terme chez l'humain chez l'homme, pour pouvoir traiter les patients diabétiques. Mais il y a toujours une longueur, une latence qui fait que les dispositifs que l'on développe, que l'on teste chez l'animal, vont nécessiter un passage extrêmement important devant les autorités sanitaires pour pouvoir être ensuite transmises ou utilisées chez le patient. Après, il y a toujours cette idée aussi qu'on va avoir qui va rester constante, qui est le coût du dispositif. Donc, comme vous l'avez vu là, ils ont utilisé des îlots de rats pour la greffe, et donc ça a permis d'avoir effectivement ce qu'on va appeler des îlots qui ne sont pas extrêmement coûteux, puisque c'est des animaux. Maintenant, ce n'est pas le système idéal. Le système idéal, ça serait d'avoir des îlots qui viennent de cellules qu'on produirait in vitro, des cellules humaines, qui seraient différenciées à partir de cellules souches et qu'on différencierait pour qu'elles soient au mieux les plus proches possibles des cellules bêta humaines, des cellules bêta qu'on trouve dans le pancréas. Et ça nécessite beaucoup plus de technologie que des îlots, par exemple, d'animaux, et ça coûte beaucoup plus cher. C'est des protocoles qui coûtent plus cher. Donc, il faut garder en tête qu'il y a plusieurs contraintes, des contraintes à la fois sanitaires et des contraintes financières, on va dire, qui vont retarder, bien entendu, le développement de ce genre de dispositif chez le patient diabétique. Donc, c'est ce qu'on appellerait le pancréas bioartificiel. Hein, c'est vraiment le Graal de la recherche pour le diabète de type 1, c'est avoir ce dispositif qu'on va pouvoir greffer. Alors ici, ce qui a été fait pour répondre aux questions, c'est un dispositif qui a été placé en sous-cutané. Et cette localisation était bien entendu absolument essentielle au bon fonctionnement du dispositif, puisque, comme vous l'avez compris, j'espère, dans mon petit topo, le dispositif, en fait, il est alimenté non pas par une batterie qui serait intégrée au dispositif, mais de façon indirecte, sans lien, sans fil, à travers la peau. Donc, c'est un dispositif où on va transférer l'énergie à travers la peau. Donc, c'est pour ça qu'on va placer le petit dispositif en sous-cutané, juste en dessous de la peau. Et puis, au-dessus de la peau, on va placer un petit appareil qui va donc transférer l'énergie électrique au dispositif pour qu'il puisse produire l'oxygène et fonctionner. Donc, c'est un dispositif qui, pour l'instant, a été testé, donc, comme vous l'avez vu, chez la souris diabétique. Donc, c'est la première étape. C'est vraiment ce qui va donner la preuve de concept de l'efficacité du traitement chez une souris diabétique, avec des besoins, bien entendu, largement inférieurs à ce qu'on pourrait avoir chez un patient diabétique. Hein. Une souris n'a pas besoin d'autant d'insuline pour réguler sa glycémie qu'un patient diabétique. Mais cette preuve de concept prouve que ça fonctionne, et qu'ensuite, si l'on veut développer ce genre de dispositif chez l'homme, chez le patient diabétique, il va falloir peut-être adapter la taille, adapter la quantité de cellules qui va être inclus dans ce dispositif, et ensuite on va pouvoir choisir le meilleur emplacement sous-cutané, c'est-à-dire soit le bras. Le bras, ça a déjà été testé. Il y a déjà des greffes d'îlots qui ont été faits sous la peau dans le bras, et ça avait bien fonctionné. C'était un test qui avait été plutôt positif, donc on peut imaginer tout à fait avoir ce petit dispositif sous le bras, et puis par-dessus le petit appareil qui permettrait de charger le dispositif en énergie. Donc, il y a quand même, c'est pas quelque chose qui va se développer dans les prochaines années. Ça, c'est quelque chose qui est plutôt attendu entre 5 et 10 ans. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une société qui s'appelle Vertex, qui est une société américaine, qui a investi 950 millions de dollars, je dis bien 950 millions de dollars, pour acheter une société qui s'appelle Sema Therapeutics et qui développe des cellules souches qui sont différenciées en cellules productrices d'insuline et qui sont incluses dans un petit dispositif, pas exactement le même genre que celui que je vous ai présenté, puisque ce n'est pas exactement un dispositif avec production active d'oxygène, mais c'est un petit dispositif qui a un nom barbare, qui s'appelle le VX880. Vous pouvez chercher sur Google, vous verrez les détails sur ce dispositif, le VX880. Et il est actuellement en test, il a été greffé chez des patients. Donc, c'est un dispositif qui du même genre que celui-ci, mais avec une technologie un petit peu différente, mais en tout cas qui représente
le pancréas artificiel tel qu'on veut l'imaginer, c'est-à-dire des cellules productrices d'insuline dans un dispositif greffé à un patient et sans immunosuppression. Alors, le sans immunosuppression, il va être important, bien entendu, pour éviter les effets secondaires. Ça va nécessiter tout de même plusieurs types de contrôle pour être bien sûr que une réaction de rejet ne se fera pas contre le dispositif. Et ce qui va être aussi un petit peu impactant sur l'efficacité du dispositif, ça va être ce qu'on va appeler la fibrose, c'est-à-dire la réaction du corps qui va essayer de se protéger du petit dispositif en l'englobant dans une sorte de gangue de tissu pour l'isoler. Donc, cette fibrose donc, qui se met autour du dispositif, elle peut être impactante sur la fonction du dispositif puisqu'elle peut limiter les échanges glucose, insuline, les échanges avec l'oxygène et puis toutes les autres molécules qui sont nécessaires au bon fonctionnement des cellules qui vont produire l'insuline. Alors actuellement, ce genre de dispositif, on a un peu de mal à définir clairement quels pourraient être les effets secondaires. On peut réfléchir et imaginer des effets secondaires qui vont être... attendez, il y a d'autres questions apparemment que je ne vois pas forcément. Ah, si, ça y est, excusez-moi. Donc, les effets secondaires. Donc, les effets secondaires, ça serait éventuellement des effets au niveau local, de l'inflammation au niveau de la pose du petit dispositif sous la peau. On pourrait imaginer aussi des effets donc de fibrose, c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure, ce serait une petite gangue qui se mettrait autour du dispositif. On pourrait imaginer aussi, puisque l'eau est nécessaire à la production d'oxygène dans ce dispositif, un assèchement local qui pourrait être bien sûr compensé par les équilibres d'eau dans le corps. Mais voilà, c'est des petites idées. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'idées parce que c'est une méthode pilote qui a été faite sur 1 mois chez la souris. Donc, on va imaginer que la prochaine étape pour cette étude, ça va être de placer ce dispositif sur un animal un peu plus gros, donc toujours un animal de laboratoire, un cochon par exemple, ou un lapin, pour tester. Et puis, on va essayer d'augmenter la taille et puis jusqu'à, idéalement, à pouvoir arriver chez le patient diabétique. Donc, les languéroïdes, c'est des organoïdes qui sont créés à partir de cellules souches, soit des cellules souches classiques, soit des IPS, c'est-à-dire des cellules souches enduites. Eh bien entendu, à partir de ces cellules souches, on peut créer des cellules bêta. Donc, on va pouvoir charger les dispositifs avec ces cellules productrices d'insuline. Et comme je l'ai dit dans mon topo, il n'y a pas de besoin de traitement immunosuppresseur parce qu'en fait, le dispositif est encapsulé dans une petite membrane qui protège le dispositif, et en tout cas les cellules du dispositif, des attaques auto-immunes. Donc, c'est-à-dire que les anticorps ne peuvent pas rentrer à l'intérieur du dispositif, donc il n'y aura pas de réaction contre ce dispositif. Alors, la photo, je pensais l'avoir dans mon topo, je vais essayer de regarder, je vous trouve ça. Où est-ce qu'il est l'article? Donc, il y a effectivement une photo qui peut être vue. On voit dans l'article... je cherche... Je prends juste le temps, 2 secondes, de retrouver l'article en question pour vous montrer à quoi ressemble le dispositif lorsqu'il est greffé. Je ne sais pas si je vais pouvoir partager la photo par contre. Mais l'idée, là, donc chez la souris, c'était d'utiliser l'implantation la plus classique qu'on puisse faire chez la souris, c'est-à-dire c'est dans le dos de la souris, ce qui permet d'avoir une implantation facile et d'éviter que la souris ne gratte et ne s'abîme le site d'implantation du dispositif. Donc, chez la souris, on peut l'imaginer dans le dos. Comme je disais tout à l'heure, je pense que chez l'humain, une des pistes possibles, ça serait sous la peau du bras. Pour mesurer, j'ai une question de Gabriel, 8 ans, qui me demande comment on peut mesurer l'hémoglobine glyquée chez la souris. Eh bien, ça se fait de la même façon que chez le patient diabétique ou le patient non diabétique, c'est-à-dire avec une prise de sang. Et on va mesurer dans le sang de la souris la quantité d'hémoglobine glyquée qui est présente. Et on va pouvoir savoir si on est dans des normes classiques ou si c'est un petit peu élevé par rapport à ce qu'on attend de ce genre de mesure. Alors, ce genre d'étude, pour l'instant, n'est pas encore vraiment lancé en France. On a toujours un petit peu de retard sur certains dispositifs par rapport à d'autres pays. Donc, les États-Unis sont en tête
de ce genre de thérapie, mais il faut savoir tout de même que on a quand même en France quelques laboratoires qui travaillent sur ce genre de technologie. Il y a aussi des laboratoires en Belgique, dans les pays scandinaves, en Allemagne, qui travaillent sur ce genre de thématiques. Donc, l'Europe est certes un petit peu en retard par rapport aux États-Unis, mais on a quand même des bons laboratoires qui travaillent sur ce sujet. L'idée, de toute façon, c'est que la science et la recherche, elle est internationale. Donc, même si c'est une technologie américaine qui permet d'aboutir aux meilleurs dispositifs, on pourra avoir tout de même accès à ce genre de technologie, soit parce que c'est public, soit parce qu'il y a une licence, un brevet qui a été déposé qu'on peut utiliser dans différentes sociétés. Est-ce qu'il existe une thérapie déjà utilisée, même pour d'autres thérapies que le diabète, qui utilise un encapsulage pour éviter l'immunosuppression? Alors ça, c'est une bonne question. C'est un petit peu évoqué dans l'article qui présente le dispositif dont je vous ai parlé. Il y a plusieurs pistes. C'est vraiment le diabète de type 1 qui représente l'enjeu majeur pour ce genre de dispositif. Donc, à ma connaissance, je n'ai pas vu de dispositif qui fasse la même chose autrement que pour le diabète de type 1. C'est vraiment ça qui est vraiment majeur. On peut imaginer d'autres maladies auto-immunes, mais il n'y aura pas le même besoin en production d'hormones, donc ce ne sera pas la même stratégie. Concernant la durée de vie du système sous-cutané, ça n'a pas été évoqué dans l'article. L'article là que je vous ai présenté, ça a été fait sur 1 mois. Donc 1 mois, c'est déjà un temps de vie qui est assez honnête. D'autant plus que ce que je ne vous ai pas montré, c'est que dans cet article, ils ont prélevé à la fin le dispositif et ils ont regardé à l'intérieur du dispositif pour voir comment étaient les cellules. Et en fait, les cellules ont très bien survécu. Elles n'ont pas montré de signes de mort cellulaire ou de dérive cellulaire, parce que ça, c'est important aussi. Elles sont restées intactes, elles ont fonctionné jusqu'à la fin du mois de greffe. Donc, bien entendu, chez le patient, il faudrait bien entendu beaucoup plus qu'1 mois, parce qu'on ne va pas imaginer un dispositif qu'on grefferait en sous-cutané tous les mois. Ce n'est pas ce qui est du tout envisageable. Donc, là aussi, il faudra beaucoup de tests pour savoir si on peut avoir une durée d'efficacité qui soit assez longue et compatible avec un traitement chez le patient diabétique. Alors, est-ce que tous les diabétiques de type 1 pourraient y prétendre, ou il y aurait des conditions selon l'âge, les variations glycémiques? Ça, c'est toujours à peu près la même démarche clinique, c'est-à-dire que en général, quand on a des dispositifs de ce genre, soit c'est réservé aux patients qui ont des très mauvais contrôles glycémiques, parce qu'on va considérer que ce qu'on va apporter comme dispositif permettra d'avoir un meilleur contrôle glycémique que ce qui est actuellement faisable avec une pompe à insuline, un lecteur de glycémie, etc. Ça peut être la première démarche. S'intéresser d'abord aux patients qui ont le plus mauvais contrôle glycémique, parce que pour eux, ce dispositif peut faire mieux que l'insuline actuellement telle qu'elle est administrée. Parce que c'est toujours le même concept en médecine ou en industrie pharmaceutique, c'est-à-dire qu'un nouveau dispositif doit prouver qu'il fait mieux, voire aussi bien que le dispositif actuel. Donc ça, c'est quelque chose qui va devoir aussi être testé. Alors, la recherche sur les causes du diabète de type 1, je ne vais pas trop en parler parce que ce n'était pas l'objet du sujet. Il y a toujours l'idée, bien entendu, que les infections par des entérovirus sont des éléments qui pourraient déclencher le développement du diabète de type 1. C'est quelque chose qui est éventuellement qui est toujours testé, qui est toujours utilisé comme test de prévention, parce que l'idée, ça serait que derrière, effectivement, si l'infection par un entérovirus pourrait jouer un rôle dans le développement du diabète de type 1, à ce moment-là, il serait logique de vacciner, de faire des vaccins contre l'entérovirus pour essayer de protéger des personnes à risque de développer un diabète de type 1. C'est des choses qui sont actuellement en test. Il y a aussi quand même, juste pour préciser, donc sur la prévention, donc tout ce qui est cause du diabète de type 1, il y a aussi des tests qui sont faits actuellement avec des vaccins qui viseraient à rétablir un équilibre pour les lymphocytes T, parce que dans le diabète de type 1, il y a un déséquilibre des lymphocytes T, et donc des technologies sont en cours pour tester si on peut rétablir les déséquilibres du diabète de type 1 pour essayer de revenir à une situation immunitaire normale et non plus l'auto-immunité. Comment cet essai se compare par rapport à celui de Vertex sans immunosuppresseur qui vient d'être lancé? Eh bien, cet essai est un peu comparable. L'idée de cet essai est qu'on va essayer d'améliorer les conditions de fonction
et de vie des cellules grâce à cet apport en oxygène. Donc, on va appeler ça un dispositif actif, puisqu'il y a une production interne d'oxygène, alors que le dispositif de Vertex est plutôt un dispositif passif qui a certes pour vocation d'avoir une très bonne vascularisation, donc un apport en sang et donc en oxygène dans le dispositif, mais qui n'a pas le même processus. En fait, si vous voulez, il peut y avoir plusieurs dispositifs développés en même temps, et puis on va voir au fur et à mesure des tests celui qui est plus efficace ou les avantages de l'un ou de l'autre. C'est un peu comme les différentes pompes, les différents lecteurs de glycémie. Voilà, il y a plusieurs dispositifs et on va toujours avoir des paramètres qui vont être différents les uns par rapport aux autres. Pour le patient, à quel âge il doit avoir au minimum, ça, ce n'est pas encore des choses qui sont évoquées. On n'a pas encore évoqué de greffe chez l'enfant. L'administration d'insuline par voie orale a-t-elle été abandonnée? Ça, je ne pourrais pas répondre à cette question. Ce n'est pas quelque chose que je connais suffisamment bien. Une question d'ordre générique. Est-ce qu'on pourra parler d'un remède pour le diabète de type 1 d'ici combien d'années? Impossible à répondre. Impossible. La science et la recherche sont des domaines qui avancent de façon exponentielle, donc on pourrait imaginer que dans 5 à 10 ans, ça soit possible. Maintenant, essayer de prédire l'avenir en recherche, c'est impossible parce que les recherches se font aussi par des sauts. Donc, de temps en temps, on va faire une grande recherche, puis après, on va s'arrêter un petit peu, etc., etc. Donc, c'est vraiment des domaines où on ne peut pas faire de prédiction. J'ai sélectionné un article à nous présenter sur une piste de recherche. Il y a d'autres pistes de recherche pour développer des thérapies contre le diabète de type 1 qui permettraient aux patients de ne pas gérer. Alors oui, il y a d'autres pistes de recherche. Il y a notamment des pistes de recherche qui viseraient à permettre une régénération des cellules bêta dans le pancréas. L'idée étant que, effectivement, la destruction auto-immune entraîne une absence de cellules bêta, mais dans le pancréas, il existe des cellules souches qu'on peut stimuler pour qu'elles régénèrent des cellules bêta. Donc ça, c'est une piste sur laquelle travaillent différents laboratoires, dont le mien. On essaie de trouver des signaux qui permettraient de régénérer les cellules bêta. Alors ça nécessite forcément de travailler en commun avec des immunologues qui vont tenter de freiner ou réduire l'attaque auto-immune, parce que si on veut régénérer des cellules bêta dans le pancréas, il faut aussi, bien entendu, s'assurer que les nouvelles cellules qui vont être créées ne vont pas être détruites à nouveau par la maladie auto-immune. Donc, on travaille en partenariat avec les immunologues pour pouvoir aboutir à un système qui serait assez efficace dans ce genre. Donc, les deux grosses pistes pour la thérapie diabète de type 1, c'est donc l'apport de cellules, donc par des dispositifs. La boucle fermée, ça, je ne vais pas en parler, c'est quelque chose qui est évident pour tout le monde. Et puis, éventuellement, la régénération, c'est-à-dire la possibilité de refaire des cellules dans le pancréas, tout en essayant de les protéger pour ne pas qu'elles soient détruites à nouveau par l'attaque auto-immune. Donc, si je devais vous donner un message d'espoir, c'est qu'il y a beaucoup de recherche qui est faite là-dessus. Il y a beaucoup d'argent injecté par différentes compagnies pour mettre en place des systèmes, Vertex notamment. Mais je dois aussi vous donner un message de patience parce que effectivement, tout ce qu'on va pouvoir mettre en place va nécessiter beaucoup de temps à être directement transposable chez la majeure partie des patients diabétiques et notamment la population des enfants pour laquelle il y aura toujours des considérations sanitaires assez importantes. Est-ce que les patients diabétiques de type 1 sont plus exposés à d'autres maladies auto-immunes, par exemple cœliaque? Oui, le contexte auto-immun, quand on va s'intéresser à une maladie, on a plus de risques de faire d'autres maladies auto-immunes quand on a une maladie auto-immune. Ça, c'est dû principalement au fait qu'il y a une composante génétique donc, de ces maladies qui font qu'effectivement, le système immunitaire va pouvoir malheureusement impacter la fonction de différents organes. Je pense qu'on a encore le temps pour d'autres questions, si vous avez des questions. Et puis sinon, alors après, vous pouvez toujours me contacter pour des questions supplémentaires, soit sur LinkedIn, soit m'envoyer un mail. Mon adresse mail étant bertrand.blondeau@sorbonne-université.fr. Vous pourrez trouver ça facilement sur Internet. Alors, pour les autres maladies auto-immunes associées, ça va dépendre du type de maladie auto-immune. Donc, le problème est toujours en quoi ça impacte la fonction des organes et comment on peut pallier à ces problèmes. Mais c'est vrai qu'il y a des maladies auto-immunes qui, bizarrement, sont plus facilement, entre guillemets, contrôlables que d'autres. Je pense notamment à la polyarthrite rhumatoïde, où des tests qui avaient été réalisés par
David Klatzmann, qui travaille à la Pitié-Salpêtrière, avait utilisé des faibles doses d'une molécule qu'on appelle l'interleukine 2 et qui avait montré que dans la polyarthrite rhumatoïde, donc l'efficacité du traitement était assez bonne. Le traitement a été testé chez l'enfant diabétique de type 1. Ça, c'est un travail qui a été fait avec notamment Olivier Bourron à la Pitié-Salpêtrière. Et malheureusement, l'efficacité du traitement IL-2, faible dose, n'a pas été aussi bonne dans le diabète de type 1 que dans la polyarthrite rhumatoïde. Donc, c'est vraiment dépendant de chaque type de maladie auto-immune, elles ne sont pas toutes identiques. Le régime sans gluten, ça, je ne sais pas. Je ne saurais pas dire. C'est quelque chose qui, effectivement, pourrait, qui a été suggéré comme pour les maladies inflammatoires de l'intestin. Mais je ne sais pas si pour le diabète de type 1, il y a un lien. Est-ce qu'il y a des études en cours est-ce qu'il y a des études en cours sur les capteurs plus précis capables de détecter la glycémie sanguine, par exemple, et non pas, j'imagine, le glucose interstitiel? Ça, je ne saurais pas vous dire non plus. C'est plus de la technologie. Donc, moi, je suis un peu loin de ce domaine. Est-ce qu'on peut s'affranchir? Ah oui, bah oui, bien entendu. Donc, l'idée de mesurer directement la glycémie sanguine et non pas, enfin, la glycémie et non pas le glucose interstitiel permettrait de s'affranchir du délai. Donc, l'accès au sang étant plus difficile, ça nécessite une technicité de pose d'appareil beaucoup plus grande que juste la façon dont les capteurs sont posés actuellement en sous-cutané. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes vos questions. Je refais un petit... Moi, je suis toujours positif par rapport à l'avenir en me disant qu'effectivement, beaucoup de gens travaillent sur ce domaine et que donc, même si ça prend du temps, on verra arriver des choses. Et vos enfants qui grandiront donc avec leur diabète auront certainement plus d'opportunités de traitement que les enfants de la génération d'avant, etc. Et donc, il faut toujours avoir en tête qu'il y aura des choses meilleures et qu'il y a 10, 15 ans, peut-être les gens n'imaginaient pas ce que la boucle fermée pouvait apporter. Et maintenant, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup changé le soin. Donc, voilà. Merci à vous pour votre attention.